À quoi sert une clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie ? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine ? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre ? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par le particulier. Je suis Pauline Janico, journaliste au particulier, et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de Sylvain. Cet ingénieur de 42 ans vit avec Laurence, qui travaille dans la restauration. Le couple est marié sans contrat, sous le régime légal de la communauté. Laurence et Sylvain ont un petit garçon et vivent en région parisienne dans un appartement qu'ils ont acheté récemment. Il y a plusieurs années, Sylvain a ouvert une assurance vie. Au moment d'y souscrire, il a signé une clause bénéficiaire standard qui figurait dans son contrat, sans trop se soucier de son contenu. Depuis, sa situation familiale a évolué et il se demande si cette clause est toujours efficace pour protéger sa famille. Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Sandrine Kilissi, qui dirige l'ingénierie patrimoniale chez Norman K. Bonjour Sandrine Kilissi. Bonjour Pauline. Alors comme Sylvain, de nombreux Français ont ouvert une assurance vie. L'encours sur ces placements a dépassé 2000 milliards d'euros en 2025. Quand on ouvre un contrat, il faut remplir une clause bénéficiaire. En quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste tout simplement, lorsque je souscris un contrat, à désigner là où les personnes qui recevront donc les capitaux issus de ce contrat à mon décès. Et dans ce cadre-là, l'assurance vie étant hors succession, j'ai une très grande liberté pour désigner qui je souhaite comme bénéficiaire de ces capitaux. On est totalement libre de désigner qui on veut. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Et est-ce que c'est obligatoire de remplir cette clause, en fait, quand on a signé un contrat ? Alors, rien dans la loi ne vous impose de rédiger une clause bénéficiaire. Néanmoins, déjà, la plupart des compagnies d'assurance l'exigent. Ça, c'est un premier point. Et puis, ne pas le faire, c'est un peu dommage. Parce que si vous veniez à décéder, dans ce cadre-là, les sommes issues du contrat intégreraient votre succession. Voilà. Et donc, vous perdez cette possibilité de pouvoir gratifier qui vous souhaitez dans les proportions que vous souhaitez. Oui, et c'est dommage, pour le coup. C'est vraiment dommage. Les assureurs, ils proposent souvent, généralement, une clause standard. En quoi elle consiste et est-ce qu'il faut s'en méfier ? En fait, alors oui, il faut s'en méfier. En fait, c'est toujours pareil. Tout est une question d'objectif. Je veux dire, rédiger sa clause bénéficiaire impose, d'une certaine manière, de se poser, de regarder sa situation familiale, sa situation patrimoniale, et de rédiger quelque chose qui a vraiment du sens par rapport à son objectif de transmission. Or, la clause standard, souvent, elle prévoit mon conjoint ou partenaire de Pacs, à défaut, mes enfants vivants ou représentés. Et quand j'ai une clause comme celle-ci, par exemple, si mon conjoint me survit, en fait, il sera le seul bénéficiaire finalement des sommes issues du contrat. Et les enfants n'auront rien. Et c'est dommage parce qu'en réalité, avec une autre rédaction, on pourra gratifier et le conjoint et les enfants. Oui. Et ça, c'est la clause type. Donc c'est vrai que c'est pas très logique. Surtout quand on est marié ou pacsé, on n'a pas de droit de succession. Alors, ça, c'est un vrai sujet, effectivement, qui fait que désigner le conjoint bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie alors que, en fait, il est totalement exonéré et que, là, pour le coup, l'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal un peu à part, on peut se dire que c'est assez dommage. Autant laisser le conjoint, comment dirais-je, avoir plus de biens dans le cadre de la succession et laisser l'assurance vie à les enfants ou des petits-enfants ou des neveux et nièces qui sont moins bien traités par les droits de succession. Mais c'est aussi une façon de laisser des liquidités au conjoint qui n'aura peut-être pas forcément dans la succession. D'accord, très bien. Là, pour le coup, Sylvain, est-ce qu'il a intérêt à nommer les bénéficiaires de ce contrat, c'est-à-dire à donner leur nom et prénom ? Alors, là aussi, il y a plusieurs écoles. En fait, en présence d'enfants,
Si je nomme mes enfants, en fait, si quelque temps après, on a un nouvel enfant qui arrive... Ce qui pourrait être le cas de Sylvain. Exactement, puisque c'est un couple Sylvain qui est et Laurence. extrêmement jeune, en fait. Il va falloir remodifier la clause bénéficiaire. Alors que si je mets mes enfants, je les désigne par leur qualité, là, j'ai pas de problème. D'accord. En revanche, alors... Pareil, quand je mets mon conjoint, non séparé, etc., j'ai pas besoin de nommer la personne. En revanche, quand mes bénéficiaires sont des personnes plus éloignées, je veux que ce soit certains neveux ou et nièces, par exemple, et pas tous. Un filleul, une filleule. Exactement. Ou un tiers, un ami, etc. Là, par contre, il faut que j'identifie très clairement mon bénéficiaire. À l'assureur, c'est-à-dire nom, prénom, voire téléphone, numéro de téléphone. Alors, numéro de téléphone, je ne sais pas, mais l'adresse en tout cas, la date de naissance, au cas où il y ait des homonymes. Voilà. Il faut être très précis. Exactement. À quel moment, vous l'avez un peu dit, mais à quel moment, quand même, il faut revoir la clause de son contrat En fait, la vie, il y a beaucoup de choses qui évoluent, la situation patrimoniale, la situation familiale, et c'est vrai que chaque fois que je vais avoir un événement comme un mariage, par exemple, une naissance, l'arrivée de petits-enfants, une séparation, oui. Là, nécessairement, il va falloir reprendre sa clause et voir si elle est toujours adaptée à la situation. Et ça, il y a peu de gens qui le font en réalité. Hein. Oui, et ça, c'est dommage parce que en fait, les clauses restent un peu au fond du placard. Oui. Et comme on disait, la situation familiale évolue, la situation patrimoniale évolue et on peut se retrouver avec une clause qui est complètement à côté de la plaque, au moment du décès. Ouais, exactement. Très exactement. Bien. Est-ce que Sylvain, il peut modifier le bénéficiaire ? Exact. C'est une grande souplesse, en fait. Vous pouvez modifier votre clause comme vous le souhaitez. Il suffit bien évidemment, il faut le notifier à la compagnie d'assurance, mais vous faites, c'est comme un testament d'une certaine manière en termes de souplesse. Vous êtes totalement libre. Le seul cas dans lequel ça va être un peu compliqué, c'est si jamais le bénéficiaire a accepté la clause bénéficiaire et que le souscripteur a accepté aussi d'une certaine façon cette acceptation. Donc tout le monde est d'accord pour, que le contrat soit figé d'une certaine manière. Et là, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Ça bloque les rachats et ça bloque également la possibilité de modifier le bénéficiaire. Est-ce qu'on peut aussi rédiger des clauses sur mesure et comment on fait ? En fait, oui, c'est ce qu'on disait, c'est cette énorme souplesse que l'on a. Je peux faire vraiment de la dentelle rédactionnelle avec ma clause bénéficiaire. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors là, par contre, il faut être extrêmement conseillé. Rigoureux, accompagné. Extrêmement rigoureux, accompagné. Mais voyez, par exemple, le conjoint, je peux prévoir pour lui ce qu'on appelle une clause à option. C'est-à-dire que, en fonction de sa situation patrimoniale, qu'il puisse avoir le choix de prendre un quart des sommes issues du contrat, la moitié, 75%. Je veux dire, voilà, on donne de la souplesse aux bénéficiaires de la même manière. On peut prévoir que le conjoint, finalement, ne prenne que l'usufruit des sommes, de manière à ce qu'il puisse lui être assuré un revenu, le reste du temps, c'est-à-dire qu'avec ces sommes, que soit il pourra remployer seul et donc bénéficier des revenus, soit remployer avec les enfants qui seraient nus propriétaires dans l'acquisition d'autres biens. Voilà, là, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut tout faire. Mais voilà, une fois de plus, ça va dépendre des objectifs. Et ce qui est assez, pertinent, c'est aussi la possibilité de laisser le choix aux bénéficiaires et de finalement prendre ce dont ils ont besoin en fonction de leur situation au moment du décès. Là, il faut quand même être accompagné par un spécialiste. Exactement. C'est difficile de le faire. Oui, ce sont des clauses qui sont assez complexes dans leur rédaction. Quelles sont justement les erreurs à ne pas faire ? Alors justement, les clauses trop complexes. Voilà. Se lancer dans des clauses compliquées. Mais oui, parce que on se dit chouette, c'est du sur-mesure, allons-y, on veut tout prévoir. Mais le problème, c'est que si on se retrouve avec une clause qui fait 8 pages, il faut, plus c'est complexe, plus ça va être
extrêmement difficile à liquider. Et n'oublions pas que c'est la compagnie d'assurance qui doit liquider la clause. Donc, il ne faut pas la mettre dans une situation inextricable. Et d'ailleurs, un des conseils aussi, c'est quand on travaille sur ce type de clause, il faut travailler avec l'assureur. Voilà. En main dans la main. Exactement, main dans la main. Donc ça, c'est une des premières erreurs à ne pas faire. Une autre erreur à ne pas faire, c'est que souvent, en fait, on stipule dans le bulletin de souscription du contrat d'assurance vie, on met que la clause est déposée chez le notaire, maître, voilà. Donc là, quand on fait ça, alors soit la clause a déjà été préparée et elle est signée, pas de problème, soit c'est pas encore le cas. Et donc, il faut absolument, dans ce cadre-là, quand même cocher la case de la clause type, parce qu'il ne faut pas se retrouver où, pendant un laps de temps, finalement, je n'ai pas de clause bénéficiaire. Et si jamais le décès intervient, là, les sommes rejoignent la succession. Quoi qu'il arrive, il faut quand même cocher cette case. Exactement. Et un dernier exemple des erreurs à ne pas faire. Oui, l'assurance vie est hors succession. Oui, je peux désigner qui je veux. Mais en présence d'héritiers réservataires, j'ai quand même un garde-fou que sont les primes manifestement exagérées. Donc, l'assurance vie il ne faut pas non plus le voir comme un outil qui permettrait de déshériter les héritiers réservataires sous certaines conditions. Ceux-ci ont la possibilité, de demander à ce que les primes dites manifestement exagérées réintègrent la succession. Donc, on ne peut pas tout faire du tout. Non. Merci beaucoup, Sandrine Kilissi, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous dirigez l'ingénierie patrimoniale chez Norman K. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.